to be very interesting. It is important to provide a brief background. So cattle rustling in Mali experienced a major surge in 2021, and to this day continues at an unprecedented level. The scale of cattle rustling is the climax of a decade of growth of the practice. And we have seen how cattle rustling has now become a central and underreported element of the country's security crisis, as a driver of conflict, as a governance and intimidation mechanism, and as a key source of revenue for non-state armed groups. Cattle rustling has indeed, since the very start of the crisis in Mali, been at the heart of the war economy, with many of the parties to the conflict financing themselves by looting livestock and relying on a broader network to sell it, using its proceeds to finance their operations. The report that we're launching today assesses the intersection of the criminal economy of cattle rustling with Mali's instability. To do this, the report looks at the evolution of cattle rustling in Mali, as well as its links with other illicit economies of small arms, namely trafficking of small arms and other criminal economies, such as kidnapping for ransom. So on the panel today to discuss this interesting report, we have a line of key experts, and we have 4 experts to be specific. So first, we have Mohamedou Kane. Mohamedou is an analyst at the GI-TOC, Global Initiative Against Transnational Organized Crime. He's with the West Africa Observatory. He specializes in transnational organized crime and illicit market issues, covering extensively around Senegal and the Republic of Guinea. Our second speaker, who happens to be the author of the report, is Floor Berger, who is an analyst at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, also with the West Africa Observatory. Her geographical expertise is Mali and Burkina Faso. She focuses on the engagement on non-state armed groups in illicit economies, especially those who have a strong nexus with instability. She's the author of Locked Horns, Cattle Rustling, and Mali's War Economy, the report that we're launching today. The third speaker is Dr. Kalilu Sidibe, who is a professor at the University of Law and Political Science of Bamako. Dr. Sidibe was the data collection coordinator for the report. He has worked with several international organizations, including the African Security Sector Network. The last but not the least is Modibo Gali Sis, who is a senior researcher and a PhD candidate at Leiden University. His research focuses on violent extremism and its impact on communities in central Mali. Before we go into the discussion proper, just few moments to just highlight some housekeeping rules. So first of all, the Q&A will be in the chat section. So it means you can pose your questions in the chat section. And then just to also notify you that the event is recorded and live streamed.
Also, there's interpretation in French and English. Please, you can go to the interpretation tab and choose the language you want appropriately. So in terms of the structure of the event, we have 90 minutes in all. We are dedicating 45 minutes for presentations by the experts, and then we're dedicating the final 45 minutes for open discussions. So thank you very much. And without any further ado, I will invite our first speaker, Mohamedou Kane. Mohamedou, you have the floor. Merci beaucoup, Kingsley. Voilà, donc ce présent rapport sur le vol des bétail s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme intitulé Promouvoir la stabilisation par les interventions sensibles à la criminalité en Afrique de l'Ouest. Donc, en septembre dernier, le GI-TOC avait lancé la cartographie des plaques tournantes illicites. Donc, la cartographie et le programme dans son ensemble cherchent à construire une base de données sur l'intersection entre les économies illicites et également l'instabilité dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Alors, sans plus tarder, je m'avais vous présenter rapidement la cartographie et les principales conclusions, car c'est en lien direct avec la présentation d'aujourd'hui sur le vol de bétail, un sujet qui a été identifié par l'exercice de la cartographie comme étant un sujet clé. Next slide, please. Prochaine diapo. Merci. Alors, le processus de la réalisation de cette cartographie, comme vous pouvez le voir, s'est déroulé en deux phases. D'abord, le GI-TOC a coordonné une cartographie des économies illicites en Afrique de l'Ouest en identifiant les principales plaques tournantes des marchés illicites. L'objectif donc était, si vous voulez, de dresser un tableau granulaire de la dynamique de l'économie illicite au niveau infranational, de rassembler les connaissances existantes et de créer un répertoire public consolidé des preuves relatives au marché illicite. Et comme vous pouvez le noter sur la carte, la portée géographique de la cartographie comprend 15 États membres de la CEDEAO, plus le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Prochaine diapo. Et pour arriver à ce résultat, l'équipe de recherche de GI-TOC s'est en tenue avec plus de 650 parties prenantes, avec comme la répartition comme vous pouvez le voir sur votre écran. Nous nous sommes également appuyés sur l'expertise institutionnelle au sein de notre structure GI-TOC, ainsi qu'une analyse documentaire très approfondie. Le GI-TOC ensuite a validé et a vérifié les résultats par le biais de tables rondes organisées dans différents pays, à la fois virtuels et en personne, en présentiel. Et lorsque le contexte était particulièrement sensible, donc les consultations ont été faites par le biais de multiples engagements et de validations bilatéraux. Prochaine diapo. Afin donc d'identifier les plaques tournantes illicites les plus importantes en termes d'effets sur les conflits et la stabilité, comme je vous le disais, à travers l'Afrique de l'Ouest. Donc, le GI-TOC a développé un dispositif de surveillance. Donc, ce dispositif de surveillance des économies illicites est la deuxième phase du projet. Et ce dispositif évalue dans quelle mesure les marchés illicites d'un hub spécifique donc peuvent être vecteurs de conflits d'instabilité. Et comme vous pouvez le voir sur le tableau, le moniteur est composé de trois principaux éléments, à savoir la violence et l'instabilité, crime et le conflit, et l'accélérateur enfin. Et la note de 30 a été attribuée à l'indice et chaque plaque tournante illicite peut être classée dans l'une des quatre catégories suivantes en fonction de la note, comme vous pouvez l'apercevoir.
Pour le niveau faible, donc une note inférieure à 10 a été attribuée. Pour le niveau modéré, c'est-à-dire une note comprise entre 10 et 15, et la note élevée, comprise entre 15 et 20, est très élevée pour les plateformes ou bien les plaques tournantes illicites, obtenant une note supérieure à 20 sur le moniteur. Et lorsqu'on parle de niveau élevé, moyen ou faible, donc c'est-à-dire d'un niveau élevé de connexion entre la criminalité et l'instabilité, mais pas uniquement d'un niveau élevé de criminalité. Donc, il y a toujours le lien entre instabilité et criminalité qui est recherché dans cet exercice. Ainsi, élevé et très élevé signifie qu'il existe, comme je l'ai dit, un lien étroit entre les économies illicites de cette plaque tournante spécifique et l'instabilité. Prochaine diapo. Après donc avoir évalué chaque plaque tournante illicite, donc évaluer également le lien avec l'instabilité, nous avons fait un zoom sur celles qui ont la catégorie la plus élevée ou bien le score le plus élevé et très élevé. Nous les avons ainsi dénommés marché accélérateur et c'est là que nous allons faire le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui, à savoir le vol de bétail. Et comme vous pouvez le voir en quelques mots, hein, donc, sur les principales conclusions régionales qui sont ressorties de cet exercice de classement, comme vous pouvez le voir sur votre écran ici, certaines économies illicites apparaissent majoritairement dans les hubs classifiés comme étant faibles. Donc là où le lien avec l'instabilité est faible, c'est le cas des économies illicites en bas du tableau, comme le commerce de cocaïne, médicaments contrefaits ou également le commerce de drogue synthétique. Par contre, pour les économies illicites qui apparaissent en haut du graphe, comme le commerce illicite d'armes ou bien le commerce de l'or, enlèvement, donc contre rançon ou encore le vol de bétail sont celles qui ont actuellement un lien étroit avec l'instabilité. Next slide, please. Voilà, toujours sur les marchés accélérateurs, cette fois-ci classés en fonction de leur prévalence dans les zones les plus en proie à l'insécurité, donc c'est-à-dire les zones où il y a une forte mortalité. Le Mali et le Burkina se trouvent en tête donc de ce classement qui sont les épicentres aujourd'hui. Donc, le GI-TOC a décidé donc de se focaliser sur les économies illicites qui arrivent à la deuxième et à la troisième place, c'est-à-dire les enlèvements d'une part et le vol de bétail d'autre part. Ces deux thématiques particulièrement ont reçu très peu d'attention de la part des spécialistes, des chercheurs, surtout quand il s'agit donc, de les étudier sous le prisme de la criminalité organisée. Aujourd'hui, donc, on présente ce rapport sur le vol de bétail et le rapport sur les enlèvements a été publié il y a quelques semaines. Un webinaire a d'ailleurs été organisé. Vous pouvez retrouver le rapport sur notre site web. Donc, le titre intitulé Menaces silencieuses, enlèvement au Burkina Faso et le webinaire de lancement organisé également au mois de mars peut être retrouvé et visualisé sur YouTube. On n'a pas trop jugé utile de creuser davantage donc, la thématique en lien avec le trafic d'armes, car cela a été déjà étudié, beaucoup étudié même d'ailleurs, et c'est un marché qui est bien connu dans le monde de la criminalité organisée. Par contre, pour les enlèvements, le vol de bétail, par exemple, en tout cas dans la région du Sahel, un peu ou bien très peu a été fait dans ce sens, c'est-à-dire aucune étude donc n'a été faite en lien avec la criminalité. Et donc c'est une occasion donc pour GI-TOC de creuser davantage afin de partager les résultats collectés sur le terrain. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à nos trois prochains intervenants qui vont
vous présenter en détail cette économie du vol de bétail dans le Sahel avec un focus particulier sur le Mali. Merci beaucoup. Merci Mohamedou pour cette présentation. Je vais parler en anglais, donc pour les francophones qui nous suivent, utiliser l'interprétation pour continuer en français. Next slide, please. All right, so yeah, thank you everyone for coming, and sorry again for the little delay. So I wanted to, in my presentation, focus on the main characteristics of the market of cattle rustling, and also explain why we need to talk about it, why it matters. And I think Mohamedou has already nicely explained the concept of the accelerant markets. So those markets, criminal markets that have a strong link with instability. And cattle rustling is one of them, and very important, especially in the Sahel, but also in Nigeria, of course. So this is one of the first reasons, but I want to provide more details on this. So the first one here is as you can see on the PowerPoint, is the surge. So I think it's important to say that cattle rustling is not new. It's not a new phenomenon in the region. And Modibo, in the next section of the presentation, will talk about the evolution and the history, because it's key to understand. But for now, the only thing that needs to be said is that it's not new, but it has exploded in the past 2 years. In 2021, we saw a surge in central Mali, and we had more cattle stolen in 2021 than in the 3 years before that together. So it's a huge surge. It's more than 5,000 heads of cattle stolen per week just for Mopti region in central Mali. And then in 2022, not that it stopped in central Mali, but we saw also a surge, important surge in northeast Mali, in Gao and Menaka region, with the resumption of, or at least an increase of activities of the Islamic State in the Sahel province in that region. And the rest of the presentation will focus on those 2 specific regions. So don't want to, say too much, spoil too much the rest of the presentation, but we've seen a big surge. The second point is that it's a key driver, cattle rustling is a key driver of conflict. So from an illicit economy perspective, cattle rustling really stands out regarding the degree to which it intersects with long-standing history of frustration and resentment of pastoralist communities. And it's really an integral element to understanding regional conflict. And by that, I mean that cattle rustling itself and the reprisals for theft sparks cycles of violence between communities, as herders want to protect themselves and against cattle rustling, for example, and attacks, and they do so by joining armed groups or by arming themselves and then launching more attacks. And the other communities do so as well, and so basically everyone is arming themselves to protect their communities against cattle rustling. And that's why we say there's a direct relationship with conflict and is a key driver of violence. The third point, kind of the third characteristic, if we can put it that way, is that it's not only an important aspect of financing of armed groups, but also of governance. And by governance, so let me explain governance first. Basically, because it's key, cattle and livestock is key for communities. Jihadist groups and other armed groups have used it to terrorize the population and deprive them of that key central element of livelihood in a coercive way. And hundreds of villages have been pillaged and burned down, and the cattle and the livestock looted.
And that's a strategy used especially by the Islamic State, for example, and Jainism as well, obviously, but maybe to a lesser extent. But armed groups are not just about coercion; they're also about governance and building legitimacy with the communities, and especially the Katiba Masina in central Mali has been providing protection against cattle rustling, and that becomes a key governance tool, enhancing the legitimacy in the eyes of the community that they want to govern. And not only have they protected against cattle rustling, but they've also had a role and adopted, for example, regulatory roles regarding the management of natural resources, including livestock and, for example, its movements during transhumance and the movement of livestock in different seasons, etc. So they really made protection against cattle rustling and the management of natural resources a key governance tool. But as I was saying just now, it's not just a governance tool, it's also a key resource. So it's central to both governance and financing, which is why it's so interesting. So on the financing front, it's also interesting to note that cattle rustling has been pretty resilient as a source of funding, a source of financing. Unlike other illicit economies, because armed groups obviously use different wide range of illicit economies for resourcing, trafficking of fuel and drugs, artisanal gold mining, of course, kidnapping for ransom, as Muhammadu mentioned, also an accelerant market. And we've seen that some economies have been displaced or have transformed and changed, and cattle rustling is very resilient. And the key hotspots of conflict are the key hotspots of cattle rustling, and the resilience can also be explained by the fact that Mali is the second biggest exporter of cattle in West Africa after Nigeria. And so basically because people continue to buy, there's a demand for it. And so it allows it to continue, among other things. And obviously for cattle and livestock to be sold throughout the region, there's a whole network that is in place. And I want to focus the rest of my presentation on these networks, because I think often we talk about the armed groups' participation in the cattle rustling, but then we don't really know what happens, basically. So I want to address that, and I know that Modibo and CDB will talk more as well about the different type of cattle rustling, the different realities depending on the group, the armed group present in an area, the level of control. There's a lot, obviously, that's related to instability. As I said, it's a key driver of conflict, but I want to focus on the more network aspect of it. So if we can go to the next slide. So this is you can see. So basically the primary perpetrator is that green first box, and that's the act of looting, like who's looting the cattle. And on that point, all parties to the conflict engage in the act of looting. So of course we have the we have the armed groups, and we often focus on jihadist groups, but there's also other types of armed groups, and for example the signatory groups or self-defense militias. We have state actors as well, and in that case it would be the Malian armed forces, and since 2022 the Russian Wagner forces that are working with them. And then the last kind of actor is bandit and criminal groups, and we also have often unidentified groups. It's not always easy to know who the perpetrator is. So that's how the data is divided. The main actor, though, in terms of quantity of livestock stolen are jihadist groups.
at least in the past 2 years. It's been different in the past. And so, again, I don't want to focus too much on that aspect of it, but basically what happens once the cattle has been stolen and who are the key actors. So this brings us to the next box, which is the purple box, supporting networks. And again, I think it's key to highlight here that these networks are old. It's not networks that were created at the same time as the security crisis in 2012. It dates back to at least the 1990s. And again, Modibo will speak a bit about that. But of course, these networks have increased because the amount of cattle looted that needs to be sold have increased. But the people who organize the transport, who are selling, the regional traders, for example, have been in place for a long time. And armed groups relied on these networks to sell, or rely since the beginning of the crisis on these networks. So basically, once the animal, sorry, we can stay on, yeah. Once the animal has been stolen, often in a rural area, because that's where cattle is mostly, they need to be transported and sold. And there are multiple scenarios I will go through now, but the common point is that the cattle, the livestock needs to, basically the evidence of the theft needs to be removed as quickly as possible. And so even like if there are different scenarios and yeah, they're indeed like completely different, the common point is that the cattle need to disappear pretty quickly, as soon as possible. And of course, those scenarios, it's kind of to give a broad overview, but it's obviously not always as clear as, it's not as distinct in reality. But the first scenario is kind of the local one. So it's when the animals are stolen and sold locally to a local livestock market, which we call primary market. Those are the markets that are in the villages and small towns. They can be sold in the local markets or directly to a butcher in the village, who in any case, in both cases, they will be killed very quickly and sold very quickly, so that, you know, all the evidence disappears. This works when the theft is rather small, so maybe, I mean, I don't know, less than 10 animals, I would say, or something like that, because the local market will not be able to absorb more than that, and the local butcher will not be able to absorb, you know, huge amounts of animal in one go. And so this is, for example, when groups ask for the zakat and they just take one head out of the whole herd. It's also the case when the group, for example, when an armed group steals the animal and is in control or has a big influence on the area, that they can do that. So that even if the owner sees his animal, his livestock in the market pens, he will not be able to do anything about it, because he cannot go complain to the authorities and he cannot complain to the armed group either. So there's very little possibility for him to save and recover his animals. Now, the second scenario, obviously that's the easiest one, but it's also the one where the less kind of supporting networks actors are involved. Second scenario, which is on the other end of the spectrum in a way, is when it's the looting of hundreds of heads, sometimes huge amount of animals stolen in one incident. So as I said, the local primary market will not be able to absorb that amount, nor is the local butcher. And in that case, we have a higher number of intermediaries involved, because the cattle will be, or the livestock will be trafficked along bigger distances. And here the livestock will be quickly removed from the place of theft and will be brought to a secondary market, which are in the urban centers of central and northern Mali, so bigger towns.
or they can also be directly brought, transported to livestock markets in the south of the country, like Kai, Bamako, Sikasso, and from there they can be consumed there in Bamako, for example, or these markets are not only national consumption markets, but they're also export markets. And as I said, Mali is the second biggest exporter. So from there, they can be taken even further to the regional capitals of, Abidjan, Accra, Lomé, etc. And that's especially true for central Mali. And we've seen that for Gao and Menaka, especially when the livestock is stolen by the Islamic State, the group, and so the cattle has strong links with Niger and northern Burkina, and goes more towards the east, towards Nigeria. Again, it's not completely divided, but those are some of the main routes. And I think from what I just explained, you understand the key role of markets, because basically once the stolen livestock has entered the pens of the market, be it a secondary or an export market, once it has entered the pens, it has basically joined the legal livestock, and it can be sold to anyone. It's effectively laundered. And so the markets are key, and within the markets, the key actors are individuals within the management committees. Each market is regulated by a management committee representing the sellers, the buyers, the traders, etc. And they, some individuals within these committees decide who, which animal can enter the pens or not. And for some people that we interviewed, it's not clear. It's not always easy to say if the livestock has been stolen or not. It's usually much cheaper, but there are other reasons why livestock can be very cheap. And so some of these people that we met on the market were saying that it's really not obvious if it's stolen or not. And then of course, once it's in a secondary or even in an export market mixed with a lot of other animals, it becomes more and more difficult. The lines become, more blurred as the livestock gets further away from the theft, the place of theft. The last scenario I wanted to mention is that in some areas where jihadist groups have an important amount of influence, they also organize their own markets kind of next to the official one. So it's not always that the cattle will be laundered. There's also the scenario where they organize their own markets on the side, because they don't fear that the authorities will come, or they don't fear any other groups. And in that case, when you see kind of like a small market going on the side of the official one, then it's more obvious what is going on. The last point I wanted to raise on the network and to conclude is that each armed group does not have its own network. So it's not that you have like, each Ketiba or each, cell having its own network. And if they want to steal cattle, they have to put in place their own network. Instead, there are intermediaries and traders that work and are very well connected and know how the cattle market works. And they work with anyone who has animals to sell. And so all those networks are not separated. However, for transporters, if they want to go through an area or use a road that is under the control of an armed group, for example, this is the case of the Niamey-Gao route that is under the influence of the Islamic State at the moment, then there is an agreement to be reached with that group so that the trucks can transit. And the taxation of goods, licit or illicit, is a key source of financing for armed groups. So that is where the link can be established. So I'll leave it there. I hope it was helpful to understand a bit more how the networks around
the stealing of cattle works, and I'm happy to discuss more with you in the Q&A. And we will now hear from Modibo Gali Cissé on northeastern Mali. Thank you. Voilà, bonjour tout le monde. Et maintenant, le diapo, oui. Et voilà, bonjour tout le monde. Voilà, en deux diapos, je vais essayer de vous parler un peu de la situation au nord du Mali. Donc, c'est le travail fait de longues recherches. Déjà depuis 2014, je travaille dans la région de Gao. Mais entre 2021 et 2022, et maintenant j'ai passé plus de 200 jours à Gao, donc plus de 6 mois à Gao, c'est-à-dire en termes de nombre de jours, avec des séjours ponctuels et des missions pratiquement tous les mois, pour tous les 2 mois, pour ne pas dire tous les mois, chaque fois. Donc, l'évolution de la situation, je dirais, d'abord, nous avons ici la cohabitation entre pasteurs allochtones et pasteurs autochtones. Il s'agit des conséquences des 2 décennies de sécheresse des années 70 et des années 80. Donc là, les États qui privilégient l'agriculture avec petit a au détriment de l'élevage a poussé beaucoup de populations de pasteurs à quitter leur région d'origine pour d'autres cieux plus cléments. Il y a aussi la situation climatique, le changement climatique qui a fait que beaucoup de pasteurs nomades ont quitté leur région pour d'autres cieux également. Donc, ces déplacés climatiques ou réfugiés climatiques se sont installés et ils sont passés de la situation de saisonniers à des gens qui se sont installés auprès d'autres pasteurs. La cohabitation, elle était bonne parfois et aussi conflictuelle parfois. Maintenant, dans cela arrive les rébellions des années 90 et aussi la rébellion de la deuxième moitié des années 2000. Donc, comme il s'est dit au Mali, la rébellion, elle a plusieurs fois montré qu'elle s'attaque à 3 cibles. La première cible, c'est l'État. La seconde cible, c'est les Arabes riches de leur trafic et les Peuls riches de leur bétail. Donc, avec cette situation, ces communautés se sentent vulnérables vis-à-vis des porteurs d'armes qui sont les issus de la rébellion. Maintenant, la prime à la rébellion a consisté à recruter dans l'armée malienne des combattants, dont beaucoup de brebis galeuses, parce que n'ayant pratiquement aucune formation, et transformés en soldats, ils ont continué avec la situation de semeurs de troubles à prendre des bétails. Je donne juste un exemple dans les Massina, au centre du Mali. L'association des victimes des vols de bétail cité a dans son cahier 6468 têtes de bovins repris par les éléments de la rébellion des années 90 et plus du double en petits ruminants. Donc, avec 101 bergers blessés et 41 tués. Donc, cette situation a fait que le pasteur Peul, nomade Peul, se retrouve en situation conflictuelle avec les éléments de la rébellion. Donc, dans le nord du Mali, c'est au début des années 2000, dans la deuxième moitié des années 2000, un phénomène s'est développé qu'on appelle gauze-gauze. Le gauze-gauze, c'est comme si tout ce qui appartient aux pasteurs nomades Peul, étrangers surtout, venant du Burkina Faso et du Niger, gratuit. Donc, les éléments de l'ancienne rébellion se sont donnés à cœur joie, dont certains, surtout issus des communautés d'Aosak et des communautés Zimgat. Donc, ils en ont fait pratiquement un métier. Et certains soldats de l'armée également ont pris goût. Et certains parlent de l'opération Bali-Bali. Bali-Bali, c'est une race de moutons très prisée au Mali. Et certains ont fait de ça un métier. Donc, chaque fois qu'il y a mission, on fréquente les campements nomades et on se ravitaille en Bali-Bali. Donc, la hiérarchie militaire à l'époque n'a pas fait problème parce qu'elle était dirigée par un ancien de la rébellion, malheureusement. Donc,
Et sur ce, Amadou Diallo de Gandakoui, un mouvement créé par l'État malien, est revenu dans ce terroir et a créé Gandaïzo, les fils du terroir. Donc, sa milice a commencé à résister au kidnapping des populations, des bergers, et aussi au kidnapping des bétail, du bétail. On kidnappait le bétail et on revenait vers les bergers pour dire, bon, je connais où se trouve ton troupeau, mais à condition que tu me donnes un tel nombre de bovins. Voilà, donc cette situation a perduré et malheureusement, avant qu'elle ne soit résolue par l'État malien qui était très faible, il y a eu la rébellion. Donc cette rébellion, on peut aller au deuxième diapo si possible. Deuxième diapo si possible. Voilà. Donc la rébellion de 2012, il y a les menaces sur les bovins qui reviennent. Donc comme je le disais tantôt, les Arabes et les peuples qui se sentent menacés par les rebelles ont créé le Moudjaou, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Et donc avec le retour avec l'arrivée de l'opération Serval, il y a eu le Moudjaou qui s'est disloqué et on a eu l'IGS. Donc beaucoup ont rejoint ce mouvement pour se protéger et se venger. Et surtout, il y a les Arabes qui sont un peu retirés, mais les peuples ont beaucoup rejoint ce mouvement. Donc, quand ils ont rejoint le mouvement, c'est parce qu'il y avait l'opération Barkhane qui collaborait avec deux groupes signataires, en l'occurrence les Gacha et les Messa. Donc, cela a fait que des jeunes peuples du Niger et du Burkina Faso, bon, surtout du Niger, ont quitté la Katiba Massina pour rejoindre l'IGS afin de sauver les siens, ou les leurs, j'allais dire. Donc, maintenant, avec cette situation, ils se sont donnés aussi au vol de bétail. Mais cependant, un point à souligner, en décembre 2019, je pense bien, ou janvier 2020, il y a eu les éléments du Gacha à Intilit qui ont enlevé plus d'1 millier de têtes de bovins aux éleveurs du Burkina Faso et du Niger qui viennent en saisonnier dans cette zone, mais aussi avec quelques autochtones. Ces animaux ont été conduits jusqu'à Gao et tous les villages qu'ils ont traversés ont été considérés comme des cibles par les éléments dont les animaux étaient enlevés qui ont rejoint l'IGS. Ainsi, ils sont donnés à cœur joie également à l'enlèvement des bétail. D'abord, des fonctionnaires, des maires, je ne pourrais pas citer des noms, mais il y a des maires qui ont été, dont on est parti chercher jusqu'à leur domicile, et d'autres, tous leurs troupeaux ont été enlevés. Et ensuite, c'est les troupeaux de toutes les populations. Au début, on prenait les animaux et puis on les envoyait au Niger, au Burkina Faso. Et parfois, les populations même se déplaçaient pour aller chercher les animaux dans les foires voisines comme Gorom Gorom au Burkina Faso. Il y a des enquêteurs qui m'ont dit avoir retrouvé leurs animaux à Gorom Gorom, d'autres au Niger et d'autres jusqu'au Nigeria. Et maintenant, avec la situation qui s'est compliquée pour les gestes de faire partir tous ces animaux et les faire traverser les frontières, donc ils ont développé un autre système, c'est-à-dire au lieu de transporter les animaux, on part dans les windés. Windés, c'est les sites ou les gîtes de transhumance, et on compte le nombre d'animaux et on demande maintenant ensuite aux bergers d'aller au village et de former le propriétaire. Donc chaque tête 2 000 francs, ou chaque tête entre 2 000 et 5 000 francs, peut-être entre, comment dirais-je, 5 à 10 euros, ou 5 à 8 euros, 10 euros, je ne sais pas, par tête, et les populations reviennent. Je me rappelle en mars 2021, j'étais dans un village pour un entretien, et avec les chefs traditionnels, j'ai trouvé qu'ils étaient en réunion pour voir combien chacun doit cotiser pour payer l'argent de l'IGS. Donc, alors que c'était un village proche de Gao, mais malheureusement, les animaux sont dans une zone contrôlée par les mouvements islamistes et ils n'ont pas de choix. Soit ils payent, soit on part avec leurs animaux. Donc, on cotise pour payer l'argent. Donc, cette situation a fait que, même si on ne prend pas les animaux, on permet toujours à faire payer de l'argent aux propriétaires d'animaux, donc on a de l'argent. Donc, à la suite de cette, cela va continuer jusqu'à récemment où
on a vu dans les communes de Tinahama comment dirais-je, et alentour, une autre forme de vol de bétail. Bon, je ne sais pas si on va appeler ça vol de bétail, mais par exemple, quand les populations ont les gestes, met la pression sur les populations, elles se déplacent. Mais en se déplaçant, on les interdit d'aller avec les bétails. Donc, qu'ils soient petits ou petit bétail ou petits ruminants ou bovins, on empêche aux populations d'aller avec les bétails. Donc, le bétail reste et il est gardé par quelqu'un de la famille. Et cette personne ne peut pas vendre le bétail à l'insu des éléments de l'EGS. Donc, il peut toujours vendre une tête ou deux têtes pour envoyer de l'argent aux parents déplacés qui sont en Soro ou à Gao, mais il ne peut pas vendre un grand groupe de têtes parce qu'on va les soupçonner de vendre tous les bétails et s'enfuir avec l'argent. Donc, l'EGS va perdre le contrôle sur cette famille ou sur le bétail aussi. Donc, on garde les populations en bloquant les bétails. Et beaucoup disent également, on le fait, c'est comme une sorte d'économie pour eux. Ils pillent les animaux des Touaregs, Zimgat et des Daosak. En attendant, les populations noires ou Tamashek noires avec lesquelles ils n'ont pas de problème pour le moment, ils les empêchent de fuir avec leurs animaux. Donc, quand ils vont finir avec les animaux des Zimgat et des Daosak, ils vont revenir sur les animaux des Tamashek noirs avec lesquels ils ne sont pas aujourd'hui en conflit. Donc, on bloque les populations à travers les bétails afin de pouvoir, comment dirais-je, aux besoins de faire recours à ces bétails-là. Donc, aussi, quelque part, les villages qui sont éloignés de leur site, ils viennent dans les villages, ils enlèvent les bovins. Et quand ils enlèvent les bovins, ils choisissent des jeunes du village et ils les demandent de conduire les animaux avec quelques-uns d'entre eux dans la brousse. Donc, ces jeunes se trouvent plus dans les pièges et ils sont obligés de suivre et d'accompagner les animaux jusqu'au site voulu par les éléments de l'EGS. Une autre, je me rappelle bien, dans un village, on nous a dit, et quand les gens de l'EGS arrivent pour voler les animaux, les gens font traverser leurs jeunes et ils les envoient vers l'île afin de les sauver, d'être pris dans les pièges, de conduire les animaux vers la brousse, dans la brousse, vers les sites choisis par l'EGS. Maintenant, à force d'utiliser ces jeunes pour la conduite des animaux enlevés ou volés, certains jeunes ont pris goût et sont devenus des complices locaux et d'autres sont même devenus des acteurs de ce vol de bétail en informant ou en volant eux-mêmes les animaux et les faire acheminer vers la bourse où se trouvent les éléments de l'EGS. Quelques-uns même d'entre eux ont été arrêtés à Gao il y a 2 semaines pour complicité de vol de bétail avec les éléments de l'EGS. Donc, c'est des situations qui existent. Maintenant, comment dirais-je, je pense que j'ai 10 minutes, donc je ne sais pas si toutefois c'est arrivé ou pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire pour le moment et j'attends les questions pour répondre après. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon frère Modibo Gali Sissé. Bonjour Flore, bonjour à tout le monde. Mohamedou Kinsley, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, tu peux y aller. Ok, très bien, merci beaucoup. Ok, donc je vais vous présenter brièvement la situation dans le centre du Mali, là où j'étais le principal chercheur et collecteur des données sur la question d'enlèvement de bétail, sur le commerce illicite de bétail. Oui, on peut avancer. Moi, je n'arrive pas à faire avancer. Voilà. Donc, un peu, vous voyez, les réalités locales, ça, c'est une source de 2021.
de la direction régionale des productions et des industries animales. Lorsqu'on était parti les rencontrer à Sévaré et à Mopti. Donc, ça, ce sont les données de 2021. On voit qu'à Yuaru, en 2021, il y a 4550 bétail volés. Bon, ici, bétail volé, y compris les petits ruminants. Hein. À Ténèkou, 7545, Guinée, autres. Donc, on voit un peu comment ça évolue. On voit que le plus gros vol en 2021 était Koro. Parce qu'effectivement, Koro, c'est un peu la zone frontalière au Burkina Faso qui est proche de la zone des trois frontières, là où sévissent les groupes islamiques, surtout le groupe État islamique. Donc là-bas, il y a eu beaucoup de vols d'enlèvement de bétail, mais ça ne s'explique pas seulement par la présence massive des groupes de l'État islamique juste à côté, mais c'est aussi parce que Koro est considéré comme le fief de la ministre Dogon d'autodéfense, Dana Massago, donc qui a fait de l'exception de bétail un élément essentiel de son économie, de rétribution des combattants, de la logistique en termes de nourriture pour les combattants, et aussi souvent comme une vraie manne pour leur permettant de se procurer un arbre. C'est pourquoi on voit que dans les zones d'Ougon, il y a une grande présence de vol et d'enlèvement de bétail. On voit 20 000 à Koro et 65 149 à Bankas. Donc, c'est ce qui nous permet de comprendre un peu que le vol de bétail est aussi un catalyseur d'actes criminels, parce que c'est à partir de ce vol de bétail, en tout cas dans le centre du Mali, que d'autres activités criminelles se développent, comme d'abord le trafic d'armes, qui va alimenter le conflit, le trafic de stupéfiants pour galvaniser un peu les combattants. Et ensuite, d'autres slides, s'il vous plaît. Ici, un peu des itinéraires empruntés. Bon, Flore l'a beaucoup expliqué. On voit que dans la région, bon, c'était cercle de Koro, mais depuis déjà quelques mois, a été érigé en région. Le Mali est devenu maintenant 19 régions au lieu de 9. Donc, on va dire la région de Koro et des Bankas, l'itinéraire principal, c'est le Burkina. Donc, à partir de Koro et Bankas, donc de zones frontalières au Burkina Faso, le bétail volé transite vers le Burkina, mais pas tout à fait le Burkina. Souvent aussi, ça peut transiter. En fait, il n'y a pas un itinéraire linéaire, en fait. Ce n'est pas toujours de A à B. Souvent, mais plus généralement de Koro et Bakas, c'est au Burkina Faso, vers Ouguia, frontière, et puis ça rentre. Une fois au Burkina, les itinéraires changent, peuvent se retrouver en Côte d'Ivoire, Togo, au Ghana. Souvent, ça peut même remonter jusqu'au Nigeria. Bon, le plus souvent, c'est les nouveautés bétail volées au niveau de la région de Gao et de Menaka qui vont le plus fréquemment vers le Niger et le Nigeria.
Et dans d'autres endroits, par exemple à Mopti, vers Kona, Sofara, autres, Guinée. Donc, il y a des différents itinéraires parce que qui peuvent aller de Guinée entre dans l'interfleuve, qui peuvent se retrouver à Nyono, qui peuvent prendre d'autres itinéraires pour aller vers Nakalaot pour se diriger vers la Mauritanie. Aussi, il y a des itinéraires qui descendent vers Ségou, Sikasso, qui se retrouvent à Bamako. Et à partir de là, ça, il faut aussi comprendre que dans ces itinéraires, lorsqu'on quitte la zone d'enlèvement ou la périphérie d'enlèvement ou de vol de bétail, la situation se transforme. Le bétail, si vous voulez, entre guillemets, est blanchi. Donc, arrivé vers Tebou ou Figasto, donc les commerçants qui sont en complicité avec ces criminels essayent une sorte de blanchiment de ce bétail-là. On les mélange avec le bétail qui n'est pas volé, comme ça on prend un itinéraire normal. C'est dans ce cadre-là que le bétail volé peut se retrouver dans les parcs d'animaux à Bamako pour être vendu normalement. Tant qu'il n'y a pas une enquête pour faire remonter la source, la provenance, on ne peut pas le savoir. Et c'est à partir de là aussi que ce bétail peut se retrouver dans la région de Kaye pour prendre la direction du Sénégal. En un mot, le bétail volé au Mali, notamment dans le centre du Mali, ravitaille presque tous les pays frontaliers du Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. Souvent, on peut même de la Guinée, même si c'est de façon un peu marginale. Merci, on peut continuer. Maintenant, pour finir, je vais dire que ce bétail, ce système criminel de bétail volé procure beaucoup de gains financiers aux acteurs criminels. D'abord, ça leur permet de financer le conflit en achetant des armes. Ça leur permet aussi souvent de donner un peu d'argent aux combattants et puis ça fait aussi une sorte de restauration pour les peuples. Et il y a un phénomène qui attise le vol de bétail. Et on parle souvent de la porosité des frontières, mais moi je ne pense pas que la porosité des frontières soit le véritable problème. Mais le véritable problème, pour moi, c'est l'absence de contrôle, l'absence de surveillance, l'absence de sécurité dans les espaces frontières, dans les zones frontières, qui sont les problèmes majeurs par rapport au circuit de vol de bétail ou vraiment inonder les marchés de bétail dans toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que la porosité de la frontière est une réalité dans cette partie de l'Afrique, mais lorsqu'il y a un dispositif de contrôle, de surveillance et de sécurité, ça peut réduire les effets du phénomène. Voilà un peu résumé ce que j'avais voulu dire. Et je vous remercie beaucoup. Disposez aussi à répondre à vos questions. Merci. Thank you very much for very, very insightful presentations from our panelists. We have roughly, maybe we have about 18 minutes, 20 minutes, thereabout. So we will use this last few minutes to actually respond to questions that are in the Q&A. But just before doing that, I want to just briefly reflect on some of the common themes
looking at cattle rustling from a regional dimension. Earlier in January, we launched another report on cattle rustling here that looks at cattle rustling in Nigeria. And I'm sure you'll find the link in the chat box. But one of the things that come out quite strongly in terms of cattle rustling in Nigeria and Mali is, these are the two epicenters of cattle rustling, of course, in the West African sub-region. But beyond this, we see that cattle rustling over the last decade has gone through a major metamorphosis, where we have seen where cattle rustling has grown from a relatively accepted practice among pastoralist groups to becoming a major source of finances for major armed groups, and has become an integral part of the war economy, for example, in Mali. So it shows, this underscores the relevance of cattle rustling, not only in Mali, not only in Nigeria, but as a regional security issue that is deserving of very concerted and international collaboration to tackle it. So because we don't have much time, I'll stop my reflection here and hand over to the mic to our panelists to respond to some of the questions. So we have one of the first questions is, so I'll read it out. In the East African context, evidence suggests cattle rustling or cattle raiding has become more violent in terms of fatalities and victims, given access to heavy arms through trafficking. Is there a similar tendency in the Sahel? I study pastoralists in insecurity in Mali. How are pastoralists responding, adapting to losses from cattle raiding? Flor, do you want to respond to this, or do you want to share with one of the panelists? Yeah. Yes, I will just say a few words quickly on do we see the same in the Sahel? Yes, absolutely. So in the report, it's one of the things that we highlight in the evolution section, where we say, again, this is not new, it's been going on for a while, but with the conflict since 2012, we've seen some of the interviews described it as, from cattle rustling to basically from stealing to looting, being the main difference, and also the level of violence associated with the act of theft or the act of looting. With, before, most of the time, no weapons were being used. It was stealing at night, which, by the way, still happens on top of the bigger incidents. But now, the level of violence has exploded, and I think that's the main finding that Muhammadu also talked about in the accelerant market, and that links with instability, the level of violence used, and the fact that it triggers even more violence, and that it has that like self-reinforcing relationship with instability. Pushing more people to get weapons to protect themselves. That's really one of the key characteristics of the market in the Sahel as well. And also with kidnapping, we saw links with kidnapping in that, for example, an armed group would come and steal the cattle and steal the animals, and also kidnap either the owner or the herder that's keeping the herd, or target sons or members of the family of a wealthy cattle owner,
and ask a ransom because they know that this family has money if they have cattle. So we see links with arms trafficking, direct links with arms trafficking, with kidnappings, and basically this is why we decided to write this report, is because of that characteristic. Mais je peux peut-être demander, pardon, je passe en français pour nos collègues Dr Sidibé et Modibo Galissi. Est-ce que je peux vous laisser commenter sur la deuxième partie de la question qui est sur qu'est-ce que les victimes ou les pastoralistes font pour répondre ou s'adapter aux pertes auxquelles ils font face à cause du vol de bétail? Quelles sont leurs réactions, quelles sont leurs méthodes de résilience, quelles sont les réponses et les adaptations? Peut-être on peut commencer avec toi, Modibo, et ensuite passer à Dr Sidibé. D'accord. Moi, dans mon article publié en mai 2018, Amadou Koufa faire des lances du radicalisme dans le Mali central, j'indique comment les terrérés, voleurs de bétail attitrés, ont participé avec la Kaiba Massina aux enlèvements des animaux appartenant aux populations paysannes. Maintenant, pour ce qui est des pasteurs, nomades même, quand les groupes d'autodéfense ont commencé à voler les animaux et à aller au-delà même des groupes djihadistes, voler tous les animaux qui appartiennent aux pasteurs Pul. Donc cela a permis, comme on l'a dit, de jeter les combattants dans les mains de la Katiba Massina. Parce que les éléments Pul dont les familles ont perdu tout leur bétail se sont retrouvés dans les mains de la Katiba pour avoir des armes, pour se former et aussi pour se venger et venger leur famille. Donc ces derniers participent aujourd'hui encore aux différents vols de bétail aussi au centre du Mali. Donc certaines communautés, certains pasteurs plutôt, ont décidé, comme vous le voyez bien, à se déplacer et à devenir des déplacés internes au niveau de Bamako et dans d'autres grandes zones. Mais il y a aussi quelques rares qui sont convertis à l'agro-élevage. Maintenant, ils font de l'agriculture et à côté, ils ont des petits ruminants. Mais quand même, il y a une bonne partie des jeunes issus des familles qui ont rejoint le groupe djihadiste pour se venger. Voilà, quelque part aussi, on a quelques bergers qu'on voit quelquefois et qui ont des armes. Mais malheureusement, ces derniers, quand ils se retrouvent face à l'armée, ils sont considérés comme des terroristes et pris pour tels. Voilà. Donc, je laisse à mon aîné, Dr Sidibé, de compléter. Oui, merci Modibo. En fait, c'est ce que Modibo a résumé. Je veux dire qu'en fait, il n'y a pas une situation homogène. Il n'y a pas une situation homogène, comme Modibo l'a dit. D'autres trouvent leur résilience en rejoignant les groupes armés, parce qu'on comprend que c'est les plus forts, les groupes djihadistes, pensant que ce sont les plus forts, aptes à protéger la communauté, à protéger le clan ou à protéger notre bétail. Ils rejoignent les groupes djihadistes en envoyant des enfants ou des frères pour vraiment se protéger. Donc, carrément, c'est ce qui a fait exploser un peu le trafic illicite des armes et la circulation anarchique des armes. D'autres ont cherché la résilience dans l'armement. Ils se sont dotés d'armes pour se défendre. Donc, ils ne se sont pas constitués en milice, mais quand même, ils sont devenus des porteurs d'armes. Donc, c'est ce qui a fait exploser effectivement ce commerce clandestin d'armes. Chacun voulait se procurer d'armes pour se défendre. Comme Modibo l'a dit, d'autres carrément, généralement, ça c'est les petits éleveurs qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas assez de bétail, carrément, sont entrés dans le lot des personnes déplacées, carrément, ont été dépouillés, n'ont rien, ont rejoint soit sont devenus des réfugiés ou des personnes déplacées à Bamako, à Sikasso, à Ségou, pour passer à d'autres choses. Et cette petite partie qui s'est reconvertie en agriculture, c'est vrai, c'est lié un peu au vol de bétail, mais pas forcément. Pas forcément, c'est lié un peu à la recomposition générale du pastoralisme au centre du Mali. Donc, qui a fait que certains éleveurs par tradition sont devenus des agriculteurs par la force des choses. Merci.
Thank you very much for your responses. I have a question in case if nobody has one. I was just wondering, Modibo sees, or even, I mean, Khalidu Sidebi can also come in. Can you just take the next few moments to reflect on some of the responses that we have seen against cattle rustling in Mali? Just briefly, if you can reflect on that. What are some of the responses that authorities and communities have implemented against to check cattle rustling, if you like? OK. Effectivement, pour la réponse, on va dire, la réponse s'organise plutôt au niveau communautaire. Au niveau des communautés, vraiment, vu l'ampleur, donc les communautés ont commencé à s'organiser, appuyées en cela par les autorités régionales. Je parle du cas de Mopti et aussi de Gao. Sous l'égide du gouverneur, il y a un conseil régional de sécurité. Donc, dans le cadre de ce conseil régional de sécurité, à Gao, comme à Mopti, on tente de mettre en place des cellules de communication, de veille, pour faire remonter l'information et afin d'envoyer ces informations au niveau des forces armées pour d'abord rechercher rapidement, traquer et puis stopper la progression de vol de détail. Mais au niveau national, on va dire jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de dispositions législatives ou réglementaires qui sont adoptées ou qui est une dynamique aller dans ce sens. Parce que visiblement, le vol de détail, même si c'est un phénomène important de l'insécurité, il me semble que ça ne soit pas une priorité aujourd'hui pour les autorités parce qu'on voit que depuis 2020 jusqu'à maintenant, il y a une provision de production de textes législatifs réglementaires en matière de sécurité, en matière de réforme de l'armée, de la police de secteur. On voit beaucoup de textes. On peut même parler d'une cinquantaine de textes adoptés déjà depuis 2020, mais il n'y a rien sur le vol de bétail ou sur la criminalité, sur les armes légères. Et bizarrement, donc je vais dire qu'au niveau national, au niveau macro, la réponse est encore timide. Thank you very much. Flor, do you have a word to add on? No, sorry, Kingsley. Yeah. I was just wanting Modibo to reply. Modibo, tu peux... Oui, parle des réponses. Ma connexion était mauvaise et je n'ai pas entendu la question. Ah, la question, c'est est-ce que tu peux commenter un peu sur les réponses apportées au vol de bétail et Sidibé parlait notamment des réponses communautaires, mais bon, des textes législatifs et autres, mais des réponses apportées, ce qui marche bien, est-ce qu'il y a des initiatives qui fonctionnent et aussi peut-être le rôle de certains groupes armés justement qui se posent comme défendeurs du vol et de légitimité par rapport à ça. D'accord. Et maintenant, je pense que c'est même l'objet c'est le sujet de ma dernière enquête à Gao, ma dernière recherche de mars 2023, cette année, il y a quelques jours, il y a quelques mois plus tôt. Je suis revenu le 25 mars. Et selon les entretiens, les groupes armés, pour le moment, au nord du Mali, ne parviennent pas à empêcher, les groupes armés signataires ne parviennent pas à empêcher le vol de bétail par les GES ou encore par les GNIM dans les zones de Gao et de Menaka. Nous avons au moins une vidéo quand même du MSA et du Gacha qui avait montré à la fin de l'année 2022 qu'ils avaient repris
des centaines de têtes de moutons à l'IGS. Maintenant, malheureusement, au cours des entretiens, beaucoup mettent en doute le nombre donné par les éléments du mouvement. Certains pensent que peut-être c'est des animaux qui sont échappés et qu'ils ont retrouvés et qu'ils ont présenté comme des animaux récupérés. Cependant, malgré les déclarations faites, malgré l'organisation, la nouvelle organisation des groupes armés signataires, le vol de bétail continue dans la région de Gao et dans la région de Ménaka. Maintenant, pour ce qui est de l'État malien, là, on est animaux. Ok, je pense qu'on a perdu, on a perdu Modibo, qui allait parler des réponses de l'État malien. Kingsley, I'll let you take over and see if Modibo connects again. Modibo, are you there? Okay. Unfortunately, we can't seem to get hold of Modibo. Okay. Oh, no. Unfortunately, time is up against us, and we have to draw this event to a close. On that note, I want to say thank you for everyone, starting with the panelists. Thank you for your great and insightful presentations. And then to all the individuals in attendance, thank you also for creating time to be part of this valuable and relevant discussion. We encourage you to read the report. We have already shared the link to both the English and French versions. And we've also shared the link where you can subscribe for subsequent publications on the GI-TOC website. You can also subscribe for our risk bulletin, which is a quarterly publication of pressing security issues, organized crime related issues. So we encourage you to visit our website and subscribe. Thank you very much, and looking forward to catching up again in another event of this nature. Thank you very much, and enjoy the rest of your day. Bye-bye. Thank you, Kingsley. Merci à tous.